Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le Journal des régions. À la une de cette première édition, la RTI a un nouveau programme dédié aux régions et justement nous y sommes. Les raisons derrière la création du Journal des régions vous seront dévoilées dans une interview exclusive de Jean-Martial Adou, directeur général du groupe RTI. Nous ferons un tour du côté de la cité du Poro qui voit l'un de ses symboles forts se dégrader de jour en jour. Le mont Korogo semble être véritablement en danger. Les gardiens de la tradition tirent la sonnette d'alarme. Et vous le verrez, la ville de Mans, destination phare du tourisme ivoirien, est en quête de renaissance. Zadepleu, Goba, des sites magnifiques mais menacés, sont au centre d'un vaste appel à l'entretien et à la mobilisation. Encore une fois, bienvenue dans votre journal des régions. Je vous l'annonçais en titre, ce dimanche 7 décembre 2025, le groupe RTI lance pour la toute première fois le journal des régions, une édition pensée pour vous pour être encore plus près de vos réalités au cœur du pays. Pourquoi un journal des régions? Quelle est en réalité la vision du groupe RTI derrière ce nouveau rendez-vous télévisuel? Eh bien, dans une interview inédite, le directeur général du groupe RTI livre les vraies raisons de la création d'un journal qui donne la parole au pays profond. Et dans votre rubrique Savoir Plus, il répond aux questions d'Eugène Toubé. Sous votre impulsion, la RTI s'est enrichie d'une nouvelle direction, en l'occurrence la direction du développement des antennes régionales. Pourquoi accorder une place de choix au développement des informations régionales? La question de la régionalisation est au cœur de notre mission. Nous travaillons pour tous les Ivoiriens. Il est bon, évidemment, qu'on sache comment nos compatriotes vivent à l'intérieur, leur actualité, et au risque de me répéter, leur vécu quotidien. Alors justement, cette direction, le journal des régions, quelle place donnez-vous à ce journal-là dans la grille des programmes de la RTI? Le journal des régions est porteur, disons, de beaucoup d'espérance. Nos journaux ne durent que 30 minutes de façon générale. 30 minutes pour l'actualité au niveau national que régional. Toutes ces études que nous avions engagées aboutissaient à une conclusion, à la même conclusion. Nos compatriotes aiment bien que nos médias parlent, disons, de leur vécu. Cela est très important. Avant même, disons, d'évoquer les sujets à l'international, il est, disons, indispensable qu'on parle, disons, de ce qui se passe sur le territoire national. Donc, le journal des régions que, disons, la nouvelle direction vient d'initier, vient combler un manque. Alors, il y a deux mots sur lesquels je vais revenir. C'est les Ivoiriens et qui veulent, vous l'avez dit, se voir, s'entendre à travers justement notre télévision qui privilégie la proximité. Alors, c'est un pari qui a déjà des bons points à réaliser, selon vous? Oui, évidemment. Vous savez, notre pays est tellement riche de ses cultures et de ses valeurs, méconnues d'ailleurs et fort malheureusement par les Ivoiriens. L'idée nation viendra également de la connaissance des uns et des autres, comment nous vivons ensemble. Ce qui se passe du côté d'Abengourou a nécessairement besoin d'être connu du côté de Tengrela et vice-versa. Donc nous considérons que, disons, raconter nos histoires, raconter comment nous vivons nos cultures ne peuvent qu'enrichir la nation tout entière. Donc nous sommes prêts, disons, à œuvrer dans ce sens. En tout cas, vous encourager à encourager les personnes responsables, disons, de ce projet, disons, à toujours faire plus. Monsieur le directeur général, est-ce que la création de la DDAR annonce de grands projets en perspective? On a commencé par la création d'une direction centrale chargée du développement, disons, de l'information régionale. C'est un premier pas, mais vous n'allez quand même pas imaginer qu'on va s'arrêter là. On peut pas, il faut aller plus loin.
Ce que nous envisageons, en tout cas dans un moyen terme, c'est de développer également des antennes, de véritables antennes de radio, mix radio-télévision au niveau régional. Pas mal de pays sont passés par là avant nous. Nous allons nous inspirer de leur expérience et en faire autant. Ce serait bien que du côté on va dire de Mans, du côté de San Pedro, qu'on ait une antenne de la RTI, une antenne mixte radio, télévision, qui fait de la production, qui promeut la culture au niveau régional et l'actualité régionale. Alors, Monsieur Jean-Martial Adou, merci. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup. C'était à l'instant Jean-Martial Adou, directeur général de la RTI, qui est revenu sur les circonstances de création du journal des régions. Voilà, vous le savez désormais, le journal des régions, c'est tous les dimanches à partir de 15h, ici même sur les antennes de RTI 1. Un nouveau programme qui fait déjà sensation et les réactions ne se font pas attendre. Je vous propose dans l'élément qui va suivre les réactions des élus, également celles des acteurs du développement de la région de Gbeke qui saluent cette initiative de la direction générale de la RTI. Ils se sont d'ailleurs prononcés au micro de Kader Sogodogo. Le fait que ce journal existe à Boaké, c'est une aubaine pour nous. De voir qu'à partir de Boaké, nous allons mettre en lumière, sinon même en relief, tout ce qui concerne les collectivités. Et nous qui sommes les gestionnaires des collectivités, c'est de dire merci déjà pour cette belle initiative. Donc Boaké est gagnant dans l'affaire. Et non seulement ça, c'est de remercier le président de l'IVIC aussi. Monsieur le ministre Amadou Koné, maire de la commune de Boaké. Et déjà, vous savez très bien que le ministre Amadou Koné est preneur de toutes les bonnes initiatives. Et je pense en tant que maire, nous allons non seulement vous accompagner, vous appuyer, et puis vous donner aussi notre expertise pour voir comment est-ce qu'on peut toucher le plus grand nombre de nos populations en termes de collectivité. Je voudrais déjà dire merci à mon collègue Amadou Koulibaly, le ministre de la Communication, pour cette belle initiative qui est mise en œuvre par le directeur général de la RTI. Je voudrais les saluer et les remercier. Au niveau du Gbeke, on sait combien le gouvernement s'est investi pour rattraper le gap d'investissement dans cette région. Et tout ce que le Conseil aussi a fait pour accompagner le gouvernement dans la mise à niveau de nos infrastructures. C'est un journal qui est bienvenu. On s'en souvient encore, le 7 décembre 1993, le président Félix Houphouët-Boigny tirait sa révérence. Aujourd'hui, les Ivoiriens commémorent l'anniversaire du décès de celui qu'ils considèrent comme le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Moment de profonds souvenirs, mais aussi de réflexion. Charles Tatou a recueilli pour vous des témoignages sur sa politique de décentralisation. 7 décembre 1993, 7 décembre 2025. Cela fait maintenant 32 ans que la Côte d'Ivoire a perdu son premier président, Félix Houphouët-Boigny, le père de la Côte d'Ivoire moderne. L'anniversaire de la date de son décès, un moment de réflexion et d'hommage, mais aussi une occasion pour beaucoup d'Ivoiriens qui ont vécu son régime de témoigner sur sa politique de développement, surtout celle de la décentralisation administrative. Pour le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr Akaoulé, l'Institut polytechnique Houphouët-Boigny est un exemple de la réussite de sa politique de décentralisation. Houphouët-Boigny qui a toujours dit que c'est avec la technique et la technologie et la jeunesse qu'on peut construire ce pays. Il avait vu juste à une époque où on pensait qu'il était dans l'exagération. Il avait vu juste, mais parce qu'il savait qu'il y aurait l'homme qu'il faut pour entretenir ce qu'il avait commencé. La décentralisation administrative consiste à rapprocher l'administration des populations et promouvoir le développement régional. Tout commencera donc par le découpage administratif, avec le déploiement des services étatiques. Le président Houphouët, il s'était axé sur certaines personnes. Dans chaque région, il avait ses relais. Et c'est au travers de ces relais qu'il faisait la décentralisation. Je viens vous parler de Djibo Sonkalo, qui était un de ses disciples, qui était à Boaké. Je vais vous parler aussi de Mokhtar Touré, de Guinée. Je vais vous parler
de Thomas d'Aquin à Kakula, Laï Sidibé à Daloa, et bien sûr à Benyoua. Il avait encore des disciples partout en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il a pris l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il a calqué son administration sur l'organisation de l'administration coloniale. Qu'est-ce que ça dit? Les chefs de canton qui représentaient avant les régions étaient considérés comme des sous-préfets. Ensuite, la communalisation des localités importantes. Je suis un adjoint au maire. C'est un avantage. Si tout était concentré à Abidjan, ce n'était pas évident pour moi, donc nous avons des avantages à entretenir nos villes. Homme d'État visionnaire, le président Félix Houphouët-Boigny avait aussi des stratégies pour lutter contre l'exclusion et l'injustice dans le partage du bien-être et du développement. Bon, auparavant, Kolia et Kouto étaient des chefs de canton. Donc, érigé immédiatement en sous-préfecture. Bon dépendait de Kolia, mais Bon était au centre des deux chefs de canton. Peut-être pour des raisons économiques, Houphouët-Boigny a installé le sous-préfet à Bon. Et cela a causé trop de désagréments. Il projette donc une visite à Bon. Arrivé à Kolia, il a dit aux gens de Kolia, j'ai une nouvelle à vous dire. À Bon, il faut annoncer en disant, lorsque des frères se trouvent dans une maison qui ne s'attendent pas, il faut essayer de construire une maison pour chacun. La sous-préfecture du Bon demeure. Je donne un sous-préfet à Kolia et un sous-préfet à Kouto. C'est ainsi que ces trois villages sont distants de 7 km, mais dans chaque village, il y a eu un sous-préfet et le développement a commencé. Le président Alassane Ouattara poursuit l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny avec de grands projets de développement en faveur d'une modernisation accélérée de la Côte d'Ivoire. On lui reconnaît sa place de pilier de l'histoire et de la spiritualité en pays Senufo. Le mont Korogo, ce site emblématique longtemps préservé, subit une pression humaine croissante entre installations illégales, dégradation du relief et risques environnementaux. Face donc à l'avancée des constructions, les autorités, habitants et gardiens de la tradition s'interrogent sur l'avenir de ce lieu mythique. Ils s'engagent d'ailleurs à sauver l'un des symboles les plus précieux au cœur du Poro. C'est un reportage signé à Mississoko. Le mont Korogo, appelé Chikbo, la grande dame en langue Senufo, majestueuse colline dominant la cité du Poro et symbole spirituel du peuple Senufo, est aujourd'hui en danger. Jadis, sanctuaire réservé, il subit désormais une pression croissante sous l'effet d'une urbanisation galopante. Une situation qui ne plaît guère aux héritiers des fondateurs de la ville. Cette montagne-là, nous-mêmes qui est de la famille, là, même si quelqu'un vient me dire, chef, laisse-moi construire un lot au bord de la montagne, je vais te donner 5 milliards, je ne veux pas accepter. Parce que si je mange 5 francs de ces milliards-là, je vais mourir. Je pense que nous devons faire nous-mêmes notre mea culpa. La ville a grandi, c'est tombé dessus, on n'a pas pu réagir à temps, mais c'est une erreur. On n'aurait pas dû laisser faire. Nous avons tenté à un moment donné de faire la police tout autour, mais on vous laisse la nuit, ils viennent annexer, ils font ce qu'ils veulent et puis ça va. Aucun de tous ceux-là qui sont autour de la montagne n'a aucun papier. Les premières installations remontent à la crise politico-militaire de 2002. Les abris de fortune se sont transformés en maisons permanentes, voire en petites exploitations. Bouakari, l'un des occupants des lieux, affirme être le fils du propriétaire du site. Il a même entrepris des travaux pour y construire une ferme. Récemment, les autorités locales ont fait arrêter plusieurs chantiers illégaux. Le maire de Korogo et le directeur régional de la construction ont ordonné la suspension immédiate de toutes les constructions autour du mont Korogo. Je suis là pour protéger la population. Parce que s'ils commencent à creuser la montagne comme ça peut avoir un effet sur la population. Parce que si les trucs descendent, on peut avoir beaucoup de dégâts. On ne va pas chercher à savoir. On est le maire ne fait pas son travail. Donc je suis venu observer aujourd'hui avec le DRH de la construction
pour voir les mesures à prendre. Une vérification effectuée à la direction régionale de la construction du Poro révèle un constat alarmant. Toutes les habitations situées dans un rayon de 200 mètres du mont Korogo sont dépourvues de documents administratifs valables. Les propriétaires, eux, se sont refusés à tout commentaire. Comment expliquer un tel laisser-aller administratif? Tous ceux qui sont autour ici ne font pas partie du plan d'approbation. Ici même, presque toutes les réserves dans les lotissements approuvés sont colonisées. Ça a été morcelé, tout est morcelé. Et les gens y habitent. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on trouve une solution. Et ces gens-là, ils sont dedans, ça ne fait pas partie du plan approuvé. Parce qu'on ne peut pas leur dériver de titre. Sur le plan environnemental, le constat est tout aussi préoccupant. La superficie du mont est passée de 64 hectares à 46 en quelques années. L'érosion s'intensifie, des chutes de pierres existent et la biodiversité recule. Construire à côté de montagne là, c'est très très dangereux. Il y a un jour là, il y a un carreau qui a quitté en haut là-bas pour venir taper la maison des gens ici. On a eu la chance, il n'y avait personne à la maison. Sinon, ça allait tuer quelqu'un. Au-delà des aspects environnementaux, le mont Korogo est avant tout un haut lieu de culte et d'initiation pour les Sénoufos. La montagne, c'est l'un des endroits les plus sacrés de Korogo. On a plusieurs endroits sacrés comme ça. Parmi ces endroits sacrés, en primo est la montagne de Korogo. Le mont Korogo qui a donc donné son nom à la ville de Korogo. Korg, qui veut dire héritage. Et ce sont les génies de cette montagne qui nous ont acceptés. C'est à côté d'eux que nous sommes installés depuis le XIVe siècle. Donc depuis lors, on rentre en contact avec eux. Lorsqu'on a des inquiétudes ou bien on a des souhaits à faire, on vient auprès d'eux pour avoir leur avis ou bien pour leur demander pardon pour que ça puisse se réaliser. Et donc, ces génies-là, on ne doit pas les annexer. Nous avons tout cet espace, mais au moins 200 mètres de rayon autour de la montagne, on aurait dû. Quand c'est annexé, ça perd de sa valeur. On aurait pu délimiter un périmètre de protection autour de cette montagne. Et ça pouvait servir de randonnées pédestres, d'activités de divertissement, d'activités culturelles et touristiques. Ça pouvait apporter une valeur vraiment au niveau de l'économie même de la commune et de la région. Face à cette situation donc, les autorités locales annoncent des mesures fortes, entre autres la démolition des installations illégales, la création d'une zone tampon de 200 mètres autour du site et le lancement d'un vaste programme de reboisement. S'ils ne sont pas sur les lieux où ils devaient être là, on serait près des guépis et commencer à faire le travail. Cette colline sacrée, qui culmine à plus de 500 mètres d'altitude, est aussi un site touristique majeur du Poro. Préserver le mont Korogo, c'est défendre à la fois la nature, la culture et la mémoire. Entre urgence écologique et devoir de transmission, la cité du Poro cherche à concilier développement et respect de son âme. La région du Tongpi, particulièrement la ville de Mans et ses environs, sont des destinations touristiques de premier choix que recommandent d'ailleurs les spécialistes du secteur. Les sites à découvrir ou à redécouvrir sont légion. On pourrait citer notamment la cascade de Zadepleu et celle de Goba à Sanguiné. Alors si leur beauté est attestée, eh bien ces sites méritent tout de même d'être entretenus dans la perspective du renouveau touristique envisagé par le ministère de tutelle pour le Tongpi. Aujourd'hui, les autorités et élus locaux comptent bien sûr s'appuyer sur l'implication des populations pour y arriver. Les détails dans ce reportage de Eugène Atoubé et le roi Salomon. La cascade de Mans, l'une des attractions touristiques de la cité des 18 montagnes. Une merveille de la nature qui invite au voyage dans cette partie de l'ouest de la Côte d'Ivoire et devant laquelle le visiteur se plonge dans l'illusion d'être transporté au paradis. On m'avait dit que c'était chic. J'ai dit que si moi je ne venais pas, je n'allais pas croire que c'est chic. Me laver, jouer avec mes camarades dans l'eau là, c'est trop chic. Vous voyez la forêt, l'air que nous respirons ici à la cascade, l'air est pur. Vous voyez les mystères, ce que Dieu fait. L'eau vient des montagnes
à chaque moment, le beau vent, quand il fait chaud, quand tu es là, tu oublies les problèmes. Vraiment, la cascade, c'est un lieu reposant. Si faire le voyage à destination de Mans est doux et agréable du fait de l'excellente qualité de la route au bitume encore neuf qui s'étale sur 600 km environ, se rendre à la cascade naturelle de Zadepleu n'est pas de toute aise. C'est un véritable parcours du combattant qui attend le visiteur. Le mauvais état de la route, sa non-électrification finissent de le conduire au découragement et, conséquence, le taux de fréquentation, selon les guides touristiques, connaît une baisse drastique. À chaque fois, nous on lance des informations au niveau de la cascade, au niveau de la mairie aussi et autres, pour dire non, que la cascade actuellement, venez nous aider. C'est nous-mêmes on fait la voie avec la main. Le village est là, la mairie est là, donc on se partage. La mairie nous dit toujours qu'ils vont faire refouler la voie, mais voilà ça qui est là aujourd'hui. Bitumer la voie du goudron jusqu'à la cascade, c'est ce que nous souhaitons pour permettre au moins à d'autres personnes de venir avec leurs engins sur le site. Parce que ce n'est pas facile de laisser les engins au goudron et marcher. Tout le monde n'a pas la force de faire tout ce chemin à pied. La cascade naturelle de Zadepleu reste l'un des sites touristiques de la région du Tonkoui les plus visités. Quoique postiche avec ses paysages naturels impressionnants au milieu desquels les chutes d'eau donnent à voir un véritable spectacle. Aujourd'hui, le site a perdu de son attrait. Quand on arrive à la cascade de Zadepleu aujourd'hui, on se rend compte que le pont de Liane qui enjambait l'eau qui venait de la montagne depuis l'entrée jusqu'au site lui-même a disparu. Le signe que le site de Zadepleu est aujourd'hui en train de perdre de sa valeur. Sando Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, réitère l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur d'un tourisme inclusif, durable et connecté. Le Tonkoui, une région où la renaissance du tourisme s'impose et exige de revaloriser un patrimoine naturel et culturel d'exception aujourd'hui, peu ou mal exploité au regard de la vision du gouvernement de faire du tourisme un levier de transformation sociale, économique et environnementale. L'activité touristique est une activité transversale et qui nécessite l'intégration de tous. Donc c'est un système. S'il y a un maillon qui manque, le système prend un coup. Et quand on parle des maillons, on parle des acteurs de l'activité touristique. L'importance donc de pouvoir concilier, intégrer tous ces acteurs pour tendre vers ce que nous recherchons, qui est le tourisme durable. Nous invitons nos populations à s'impliquer dans les métiers du tourisme et à porter l'image positive du Tonkoui. J'encourage nos femmes, piliers de l'économie locale, à faire valoir leur talent et leur savoir-faire dans ce secteur porteur. À 15 km de Mans après Sangouné en direction de Danané, le village de Goba. La nature a doté ce village d'une merveille inscrite aujourd'hui au rang de site touristique de choix que conseille le ministère du Tourisme et des Loisirs à tout visiteur. Il s'agit des rapides de Goba que bien de personnes appellent aussi cascade par abus. L'endroit plaît, séduit et attire. Ici, alors que la cascade, l'eau reste en place. On avait déjà parlé de ça. Donc je suis venu découvrir le pays. Là, il n'y a rien, il n'y a pas un point où s'asseoir, prendre le lait, prendre quelque chose, il n'y a pas de pluie, c'est pas bien aménagé. C'est comme ça, c'est parce qu'on ne sait pas où s'asseoir. Chaque jour, nous demandons de l'aide du conseil régional, un ministère du tourisme. Toutes ces choses que nous citons, que nous on envoie, Goba sera un bon site. Le site de Goba est géré par un opérateur privé qui tente de le valoriser au maximum. Mais faute de financement pour y réaliser les investissements nécessaires et adéquats, ce patrimoine d'exception n'est exploité qu'à minima. De plus, les villages qui l'ont en partage, à l'exemple de Goba ou Essonneux, n'y sont pas associés. Ce matin, le chef de village de Goba reçoit notre équipe de reportage. Il nous laisse entendre que Goba manque de tout et ni les jeunes ni les femmes n'ont pu créer la moindre activité en lien avec le tourisme pour espérer tirer profit du site de Goba. Souvent, quand les visiteurs viennent, ils viennent voir les chefs, ils demandent la jeunesse, on leur dit il faut les accompagner. Ils les accompagnent là-bas. Ils nous donnent une bouteille de liqueur accompagnée d'un 5000. Bon, à leur retour maintenant, pas de problème. S'en vont. On veut que le mette en valeur. Là, comme ça, la jeunesse va avoir le moyen pour aider le village. Si la cascade de Goba est mise en valeur, cela réjaillira positivement sur la population de Goba, avec l'embauche des jeunes gens qui y seront pour le nettoyer, pour l'entretien, en construisant des hôtels, des bistrots,
En tout cas, tous ceux qui rentrent dans le tourisme, tous ceux qui vont venir, on va leur poser des doléances, puisque le village a encore besoin de beaucoup de choses. Les rapides de Goba et les cascades de Zadepleu. Les deux sites phares aux fortunes diverses sont illustratifs de ce que le tourisme dans la région du Tonkpi a grand besoin d'une nouvelle dynamique. Le ministère du Tourisme et des Loisirs et les collectivités locales parlent d'une même voix, l'engager sur la voie de l'inclusion et de la durabilité pour en faire un levier de transformation sociale et économique. Restons à Mans où, à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme célébrée récemment, le ministre de tutelle Siandou Fofana a rappelé l'intérêt et le rôle de la région du Tonkpi dans la stratégie nationale de développement du tourisme à travers Sublime Côte d'Ivoire. Des projets sont en gestation et à terme, ils seront les signes du renouveau touristique de cette partie de l'ouest du pays. On écoute à présent le ministre Siandou Fofana. Que dans les années à venir, il y aura un développement économique et industriel avec les exploitations des mines, construction de chemins de fer, l'aéroport modernisé, et il faut préparer cela avec les activités touristiques, culturelles et les activités de loisirs. Un aménagement, si cela est possible, autour d'un lac où l'on pourra festoyer et faire les brunchs, avec les exploitations des mines, construction de chemins de fer, l'aéroport modernisé, et il faut préparer cela avec les activités touristiques, culturelles et les activités de loisirs. Et puis en bref, la Fondation Lonassi lance du 6 au 17 décembre une caravane dédiée à la remise d'œuvres sociales dans plusieurs localités de l'ouest du pays. Selon le calendrier établi, les cérémonies se tiendront successivement le 11 décembre à Dingouin, le 13 décembre à Mans, puis le 16 décembre à Guiglo. Une initiative qui vise à renforcer l'action sociale de l'institution au plus près des communautés. Il y a aussi actualité du côté des aviculteurs, toujours dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, avec cette campagne pour la consommation de volailles dans le Tonkpi, initiée du 11 au 13 décembre prochain par l'Union des sociétés coopératives des aviculteurs de Côte d'Ivoire. L'objectif à terme est d'encourager la consommation de volailles locales et de mettre en valeur le savoir-faire des éleveurs ivoiriens au moment où le secteur cherche à se positionner au niveau régional. Et voilà qui met un point final à ce premier journal des régions. Merci à vous tous d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. Merci également à toutes les équipes qui se sont mobilisées pour la réalisation de ce premier journal. Vous le savez, le rendez-vous est désormais pris tous les dimanches à partir de 15h sur RTI 1. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.